la première moitié du XXIe siècle, le Royaume-Uni et le Japon furent tous deux les deux premières nations ayant permis à l'humanité de s'aventurer bien au-delà de l'espace connu, nous obligeant ainsi à reconsidérer ce que nous les hommes avions toujours appelé l'univers observable. Des multinationales telles que la Wayland Corp ou même encore sa rivale de toujours, la fameuse société japonaise Yutani Corporation, avaient rendu cela possible. Elles avaient fait du rêve une réalité, et de l'univers observable, un univers bel et bien palpable. Et constatant le fort potentiel technologique et surtout économique que pouvait offrir l'expansion de l'humanité à travers le cosmos, les deux pays prirent quelques années plus tard la décision de s'associer et de mettre en commun toutes leurs ressources, constituant dès lors le noyau central du tout premier État fédéral interstellaire, l'Empire des Trois Mondes, baptisé ainsi en référence aux trois premiers astres jadis colonisés par l'homme, à savoir Titan, Mars et bien évidemment la Terre. Rapidement, bon nombre de pays en développement furent ainsi séduits par un tel modèle économique, à la fois tant infaillible qu'inépuisable, et rejoignirent alors la Fédération en pleine expansion. Et malgré l'émergence d'autres superpuissances telles que les Amériques Unies en 2103 ou encore l'Union des peuples progressistes en 2108, la domination de l'Empire des Trois Mondes était déjà bien établie, englobant tous les systèmes centraux tels que notre propre système solaire ou encore le secteur New Eden, et son vaste territoire s'étendait désormais jusqu'à la très convoitée voile extérieure. Une certaine région occultée au fin fond du cosmos, abritant certains des astres les plus prometteurs en termes de ressources naturelles. C'est là, tapis dans le secteur Néroïde, que se trouvait une certaine planète aux conditions certes peu hospitalières, mais dont le vaste océan ainsi que le paysage tant aride que désertique en faisaient une candidate parfaite pour l'installation d'un avant-poste industriel. La planète Fiorina 161. Surnommée Fiori en raison d'un climat difficile régulièrement balayé par les vents du système Fiori 16, de 2118 à 2127, le planétoïde fut ainsi le théâtre d'une vaste exploitation minière menée par la Weyland-Yutani, jusqu'à arriver à épuisement total de toute ressource naturelle environnante. Fiorina 161 n'ayant dès lors plus rien à offrir, la raffinerie fut ainsi déclassée le 2 février de l'an 2152, laissant une planète complètement défigurée et jonchée de structures industrielles abandonnées et délabrées. Jusqu'au 8 juin de la même année, où la Weyland-Yutani prit la soudaine décision de néanmoins réouvrir les portes de la colonie, mais en tant qu'établissement pénitentiaire. D'une part afin de profiter d'une main-d'œuvre durable et peu chère pour la production de blindages en plomb destinés à l'isolation de déchets nucléaires, mais aussi et surtout afin d'écarter du reste du monde une certaine classe de détenus présentant une anomalie chromosomique plus connue sous l'appellation de syndrome double Y. Une étrange mutation génétique prédisposant malheureusement toute personne atteinte à manifester des comportements de plus en plus dangereux et antisociaux, allant même jusqu'à commettre les pires actes de barbarie. À son apogée, la prison ne comptait pas moins de 5000 prisonniers presque tous atteints de cette étrange et redoutable difformité, obligeant même la Weyland-Yutani, et ce pour des raisons plus qu'évidentes, à dissimuler la position exacte de Fiorina 161. Mais à mesure que les années s'écoulaient et surtout en dépit de tous leurs crimes passés, de plus en plus de détenus finirent toutefois par trouver paix et sérénité dans une toute nouvelle forme de religion. Suivant une foi un tant soit peu dérivée du catholicisme incluant un vœu strict et évident de célibat et de chasteté, les prisonniers convaincus voyaient alors leur instinct prédateur être fortement bridé, leur assurant ainsi une vie généralement paisible et harmonieuse. Jusqu'en décembre 2175, date à laquelle un certain clivage politique conduisit à la fermeture de l'établissement et au transfert d'une grande majorité de ses pensionnaires. Ne comptant dès lors qu'une petite vingtaine de détenus volontaires et désireux de rester sur place, principalement en raison de leurs croyances communes et d'un véritable esprit fraternel envers leurs congénères, et lesquels furent exaucés à l'unique condition d'être néanmoins encadrés par trois figures d'autorité. Le directeur Harry Andrews, le gardien Francis Iron et le médecin-chef non moins ex-détenu Jonathan Clemens. C'est ainsi que Fiorina 161 devint une priorité plus que secondaire au regard de la Weyland-Yutani. Le peu d'interactions entretenues avec le monde extérieur ne se limitant qu'au bref passage semestriel d'un vaisseau de ravitaillement, laissant ainsi un établissement considérablement détérioré, quasi inexistant aux yeux du monde et complètement détaché de la société. Et en l'absence de tout moyen d'évasion ni de véritable volonté manifeste à quitter les lieux, les derniers détenus demeuraient libres de se déplacer en totale liberté à la fois hors et entre les murs du complexe, poursuivant même la production des blindages en plomb.
En définitive, le pénitencier de Fiorina 161 était devenu, et ce malgré lui, un véritable purgatoire pour tout repentant en quête d'absolution. Un authentique havre de paix pour tous ses pensionnaires, l'enfer pour nous autres. Jusqu'à ce jour de 2179, où la venue d'un nouveau maître des lieux allait très bientôt remettre en perspective une certaine interrogation jusque-là pourtant bien acquise et assimilée par tout détenu. Mieux vaut-il réellement régner en enfer ou servir au paradis ? La disparition d'Adlès Hope avait retenti tel un glas annonciateur de la fin d'un règne et de la chute prématurée d'une reine. Sa majesté n'était plus, et tous ses sujets l'avaient précédé. Comme si la barque de Charon lui-même n'avait jamais véritablement cessé d'arpenter les rives de l'Achéron, et qu'en tant que passeur d'âmes, il venait tout simplement de déposer tous ses passagers aux portes de l'enfer. Mais toujours est-il que malgré son indiscutable et accablante défaite, la sinistre matriarche des xénomorphes avait pourtant su anticiper l'extinction pure et simple de sa propre espèce. Se savait-elle donc au préalablement condamnée? Était-elle véritablement prête à mourir tant que sa vengeance envers celle qui venait de profondément l'humilier était assouvie? Ou est-ce qu'en réalité, ces derniers instants n'avaient été guidés par rien d'autre que par un primitif et bestial instinct animal? Et nous arrivons à la fameuse grande question, y avait-il un ou deux ovomorphes à bord du Sulaco? Alors avant toute chose, je précise que pour cet épisode, j'ai choisi de me concentrer uniquement sur la version alternative d'Alien 3, car contrairement à sa version cinéma, ici le film ne laisse planer aucun doute. Dans la mythologie alien, un facehugger de type basique, on va dire, comme celui qui nous a été présenté dans la version cinéma d'Alien 3, ne peut pondre qu'une seule fois avant de mourir. Comme tout le monde le sait, un facehugger, un hôte, ni plus ni moins. Et pourtant, le film brise cette règle en faisant état de non pas une, mais de deux victimes porteuses d'embryons xénomorphes. Ce qui laisserait donc à penser qu'il y avait bel et bien eu deux ovomorphes dissimulés quelque part à bord du Sulaco, mais que le deuxième nous aurait été suggéré à nous simples spectateurs en total hors champ. Et dit comme ça, oui, ça paraît même logique en fait. D'autant plus que dans le menu Blu-ray du film, qui nous est présenté un peu comme une sorte de hub du vaisseau, deux objets sont clairement ciblés, enfin du moins dans ce coffret. Mais toujours est-il que selon moi, la version cinéma d'Alien 3 laisse beaucoup trop de place à l'interprétation, là où par contre la version alternative du film est beaucoup plus explicite. Un seul œuf de xénomorphe se trouvait bel et bien à bord du Sulaco, et cet œuf avait donné naissance à un facehugger de type royal. Une classe de facehugger très spéciale car capable de féconder plusieurs hôtes avant de mourir. La première ponte servant généralement à engendrer une future reine, et la seconde à enfanter un xénomorphe des plus agressifs car chargé de protéger l'hôte porteur de sa majesté. Et c'est là que se trouve selon moi la vraie différence entre les deux versions d'Alien 3. Car là pour le coup on nous présente cette variante de facehugger directement à l'écran. Bon, sans explication ni rien certes, je te l'accorde, ou tout du moins pas à l'époque de la sortie du film, et malheureusement encore moins au sein même du long métrage. Mais il n'empêche quand même que là pour le coup on est sur du factuel, et non sur de l'interprétation. Les derniers survivants d'Achéron pensaient donc avoir échappé au pire, car ayant survécu à Adlès Hope ainsi qu'à la fureur vengeresse de la reine, rien ni personne n'aurait pu prédisposer le petit groupe de miraculés à envisager une telle tournure. La reine xénomorphe avait bel et bien laissé un œuf derrière elle, et de cet œuf avait émergé un facehugger royal, lui assurant ainsi la sauvegarde de sa propre lignée, et infligeant également une punition tant horrible qu'ironique envers celle qui l'avait privée de sa propre descendance. Ripley venait ainsi inconsciemment de se retrouver elle-même porteuse de l'héritage de sa majesté, et le dit facehugger s'étant lui-même blessé en tentant de fissurer le cryotube du lieutenant, il provoquera alors un incendie électrique dans la chambre d'hypersommeil de l'astronef, interrompant malheureusement le voyage retour du Sulaco,
et entraînant le largage automatisé de tous les cryotubes occupés. Et tout ça sous la surveillance lointaine mais attentive de la Weyland-Yutani. Car en effet, la compagnie ayant souhaité garder un œil aussi furtif que possible sur l'avancée de la mission des Marines, et ce depuis le départ même du Sulaco, toute activité à bord de l'astronef avait été en permanence relayée vers cette dernière. Les derniers membres d'équipage du vaisseau seront ainsi évacués à bord d'une capsule de sauvetage de type 337 EEV avant de violemment s'écraser à proximité du fameux pénitencier de Fiorina 161, n'endommageant que davantage le synthétique Bishop et tuant malheureusement le caporal X ainsi que la toute jeune Rebecca. Ripley, quant à elle, sera retrouvée à moitié morte sur une plage non loin du site du crash. Elle sera alors urgemment conduite à l'infirmerie de l'établissement par le médecin-chef Jonathan Clemens, pendant qu'une poignée de prisonniers volontaires s'emploieront à extraire la carcasse de la capsule vers l'enceinte même de la prison. Et se faisant aider par les quelques bovins environnants afin d'en faciliter l'acheminement, les détenus venaient ainsi et malencontreusement d'offrir un gibier de choix pour le facehugger toujours en vie et à l'affût de l'hôte parfait. Une seconde victime qui serait capable d'offrir protection et sécurité envers le porteur de la future reine, jusqu'à son avènement. Et c'est quelque part par là que la dénommée Babe, je déconne pas, hein, c'est vraiment le nom de la vache, se retrouvera malgré elle porteuse du fameux Runner, un xénomorphe quadrupède dû à son hôte d'origine, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus agressif que ses congénères, son unique fonction étant de préparer au mieux l'arrivée de la future reine. Le directeur Harry Andrews informera ensuite la Weyland-Yutani des récents événements, exigeant d'emblée l'envoi immédiat d'une navette de sauvetage, avant de partager officiellement la nouvelle avec tous les prisonniers. Tentant d'apaiser l'inquiétude des détenus quant à la nature féminine de l'unique survivant du crash, et étant pleinement conscient du potentiel impact de la présence d'une femme au sein même d'un tel lieu. La décision sera alors prise de garder Ripley autant que possible à l'écart de tous les pensionnaires, et ce jusqu'à l'arrivée de la prochaine navette de ravitaillement. Une décision qui sera fortement approuvée non seulement par l'ensemble des détenus craignant de voir leur propre foi être rudement mise à l'épreuve, mais également par un certain Leonard Dillon, un des prisonniers comptant parmi les plus dangereux de la prison, et qui malgré son passif avait néanmoins été érigé comme grand prêcheur de la paroisse. Véritable source d'inspiration parmi les détenus, incarnant à la fois sagesse, respect et autorité. Dis, est-ce qu'on va dormir tout le long du voyage? Oui, tout le long. J'ai le droit de rêver. Oui, chérie. On va rêver toutes les deux. Suite à ça, Ripley ouvrira finalement les yeux et apprendra de la part de Clemens la triste réalité. Et soupçonnant silencieusement le rôle d'un xénomorphe ayant très bien pu conduire non seulement à l'évacuation du Sulaco mais aussi et surtout au crash de la capsule, elle exigera de ce dernier de bien vouloir la laisser examiner l'épave. Ripley découvrira alors sur place d'étranges marques de brûlure juste à proximité du caisson d'hypersommeil de Rebecca, lui rappelant fatalement les effets dévastateurs d'une exposition au sang des créatures, et ne faisant ainsi qu'accroître ses soupçons. Et bien que profondément dévasté par la perte de ses compagnons et notamment de sa fille de substitution, le lieutenant de première classe préférera mettre de côté ses sentiments afin de dissiper tous ses doutes en exigeant l'autopsie de la toute jeune fille. En clair, Ripley veut surtout s'assurer que la mort de Rebecca n'est pas du fait d'un facehugger, mais les inquiétudes du lieutenant se révéleront néanmoins infondées. L'autopsie de Rebecca ne faisant que corroborer les conclusions de Clemens, confirmant ainsi que la jeune enfant serait bel et bien morte noyée dans l'accident. Mais Ripley insistera quand même pour que les dépouilles de ses amis soient incinérées, s'opposant ainsi aux directives du directeur Andrews et prétextant à tort vouloir préserver la prison d'une potentielle épidémie de choléra. Au même moment, les prisonniers Murphy et Frank découvriront le corps inerte de Babe, étrangement décédé dans la fleur de l'âge sans pour autant grandement attiser la curiosité des deux compagnons de cellule, et le cadavre du facehugger gisant juste à proximité. Et je me permets de faire une petite pause ici pour vous partager une théorie très intéressante que j'ai pu découvrir sur la chaîne de Xenolife. Enfin, je crois que c'était sur sa chaîne, hein, mais impossible de retrouver la vidéo. Mais bref. Alors par contre, c'est une théorie qui fonctionne uniquement avec la version alternative d'Alien 3, et tu vas très vite comprendre pourquoi.
Alors je sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais dans Alien 3, le xénomorphe vient au monde quasiment formé. Contrairement à tous les autres chestbusters, sans compter celui d'Alien Covenant, et son hôte d'origine est déjà mort et ce bien avant son éclosion. La théorie voudrait donc que de par la taille et la robustesse structurelle de la vache, de Babe quoi, le chestbuster se serait alors retrouvé dans l'incapacité de naître dans l'intervalle de temps habituel. En clair, la cage thoracique de la vache aurait été trop compliquée à percer, on va dire. La tuant néanmoins en tentant de s'en extirper, et entamant ainsi involontairement sa mutation à l'intérieur même des entrailles de son hôte. Des funérailles en hommage à Rebecca et X seront ensuite commémorées dans la fonderie de l'établissement sous le regard respectueux et compatissant de l'ensemble du personnel et des détenus, incinérés selon la volonté de Ripley, et honorés de par les sages paroles de Dillon. Un événement aussi triste que marquant pour le lieutenant de première classe, mais qui curieusement coïncidera d'emblée avec la naissance du fameux runner. Ripley se rasera ensuite intégralement la tête conformément aux règles du pénitencier, l'insalubrité des lieux ayant favorisé la prolifération de vermines en tout genre, et symbolisant ainsi à la fois la chute et la renaissance du lieutenant. Elle se rendra ensuite au réfectoire de la prison, lui permettant ainsi de faire plus ample connaissance avec certains détenus dont le fameux Dillon, et lequel ne manquera pas de lui faire remarquer que sa présence parmi des paroissiens repentants était très loin de faire l'unanimité. Rejeté de toutes parts et aussi bien du côté des prisonniers que du personnel, Ripley trouvera néanmoins un certain réconfort aux côtés de Clemens, lui offrant ainsi une oreille attentive, en plus de la réciprocité d'une confiance autant sincère que manifeste. Une relation grandissante qui glissera très rapidement dans l'intimité, si tu vois ce que je veux dire. Ce qui m'amène d'ailleurs à t'exposer une autre théorie concernant un élément du 4e opus de la saga, Alien la Résurrection. Et celle-là pour le coup elle est de moi. Ou en tout cas, je l'ai jamais vu ailleurs. Je m'explique. Bon alors déjà, dans Alien 3, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Ripley s'est bel et bien coquiné avec Clemens. Bon ok, on les voit pas ken, mais c'est ce que le film nous laisse comprendre. Et bah selon ma théorie, Ripley serait alors tombée enceinte de Clemens. Et dans Alien 4, l'embryon qu'elle portait alors aurait tout simplement été cloné en même temps que le reste. À savoir, elle, et bien évidemment la reine xénomorphe. Sauf que pendant le processus de clonage, c'est la reine elle-même qui aurait hérité de la descendance de Ripley. Le fameux newborn qui nous avait été présenté à la fin d'Alien la Résurrection. Ce qui pourrait donc expliquer pourquoi le newborn avait reconnu Ripley comme étant sa vraie mère, et non la reine, et apportant par la même occasion davantage de sens aux dernières paroles du Dr Gaddiman. Je cite « Elle va accoucher à ta place, Ripley !» Alors bien sûr c'est qu'une théorie, me gueule pas dessus, mais dis-toi que c'est quand même comme ça que j'avais compris la chose lors de mon premier visionnage d'Alien 4. Le xénomorphe ayant finalement atteint sa taille adulte, il causera sa première victime en projetant le détenu Murphy dans les pales d'un puits de ventilation. Clemens sera alors immédiatement appelé à se rendre sur place afin de déterminer avec exactitude les circonstances du drame, et remarquera alors d'étranges brûlures similaires à celles que Ripley avait elle-même trouvées dans l'épave de la capsule de sauvetage du Sulaco. Il interrogera alors cette dernière, mais sans succès. Le lieutenant de première classe préférant garder le silence afin de ne pas provoquer de panique inutile, et souhaitant avant toute chose connaître l'origine du crash de la capsule en interrogeant directement l'enregistreur de vol du Sulaco, et ce par le biais de l'androïde Bishop. Clemens sera ensuite convoqué dans le bureau d'Andrews, le directeur ne supportant pas de voir une femme se balader en totale liberté entre les murs de la prison, et surtout étant grandement surpris de la teneur de la réponse qu'il avait reçue quant à son précédent rapport. En effet, malgré la notoriété et la réputation peu reluisante de Fiorina 161, la réponse que le directeur avait reçue émanait directement et à sa plus grande surprise des plus grands dirigeants de la Weyland-Yutani. Une navette de sauvetage était déjà en chemin, mais en attendant, la sécurité d'Ellen Ripley devait être une priorité absolue, et j'imagine que tu dois très bien savoir pourquoi. De son côté, Ripley se rendra ensuite à la décharge du complexe afin d'y retrouver la carcasse plus qu'endommagée de Bishop.
évitant de justesse une violente agression de la part de 4 détenus grâce à l'intervention musclée de Dillon, et sans se douter qu'au même moment le runner poursuivait son indéfectible tuerie, s'attaquant violemment à 3 autres prisonniers dont un seul ne parviendra que de justesse à prendre la fuite. Un certain Golik, un des détenus les plus instables de la prison, mentalement parlant je veux dire, à tel point que même ses compagnons de cellule refusaient de trop traîner avec lui. De retour à l'infirmerie, Ripley pouvait enfin interroger l'androïde. Les pires craintes du lieutenant s'avéreront alors toutes justes, et la Weyland-Yutani était en réalité parfaitement au fait de tous les événements. Le doute n'était plus permis. Un alien isolé avait bel et bien survécu à l'échec de la reine, et avait accompagné tout du long les rescapés d'Adless Hope jusqu'à Fiorina 161. L'échange se clôturera sur la déconnexion définitive et volontaire de Bishop, coïncidant avec l'entrée troublante d'un Golik ensanglanté et accompagné par Dillon, Andrews, Clemens et le gardien Francis Iron. Qui ne s'est jamais appelé 65 d'ailleurs au passage, hein, mais 85, merci la VF. Profondément marqué bien qu'admiratif de la créature qu'il avait à peine pu distinguer, Golik sera néanmoins accusé du meurtre des détenus Boggs et Rain et sera consigné à l'infirmerie de l'établissement. Ses nombreuses élucubrations mentionnant la présence d'un dragon au sein même de la prison ne jouant pas en sa faveur, et ce malgré la curiosité d'une Ellen Ripley ne pouvant qu'en attester la véracité. Ripley sera alors à son tour convoqué dans le bureau d'Andrews, et malgré ses tentatives de le convaincre de l'urgence de la situation, le geôlier n'entendra rien, et Ripley sera à son tour confiné à l'infirmerie. Une nouvelle fois face à Clemens, et alors qu'elle commençait à manifester les premiers symptômes de sa condition, Ripley assistera alors avec effroi à la mort brutale de son amant. Violemment assassinée par le xénomorphe avant de se retrouver elle-même nez à nez avec la créature, qui curieusement se détournera d'elle. Le lieutenant se précipitera alors au réfectoire de la prison afin d'alerter tous les détenus, et malgré une voix désespérée ainsi qu'un état de panique plus que palpable, elle sera une nouvelle fois rejetée par le directeur, jusqu'à ce que ce dernier ne soit à son tour emporté par le monstre. Ripley se décidera ensuite à partager son histoire avec l'ensemble des pensionnaires, relatant son historique l'ayant déjà opposé à maintes reprises aux créatures ainsi qu'à la sinistre Weyland-Yutani, et insistant sur le fait qu'elle n'avait encore jamais rencontré de xénomorphe aussi agressif. Jamais je n'en ai vu un de ce genre-là jusqu'à maintenant. Il bouge différemment. Les autres avaient peur du feu et de rien d'autre. Dans un premier temps, certains détenus se montreront quelque peu virulents, on va dire, envers Ripley, et notamment un certain Robert Morse, lui reprochant d'avoir amené la créature jusqu'ici et donc d'être indirectement responsable de la mort de ses amis. Mais finalement, les prisonniers se raviseront, préférant user de l'expérience de Ripley afin d'élaborer un plan. Lequel consistant à faire sortir le xénomorphe de sa cachette en enflammant tous les conduits d'aération environnants, pour ensuite l'obliger à pénétrer dans un réservoir de stockage blindé et de l'y enfermer. Un des réservoirs de stockage destinés à l'isolation des barils de déchets nucléaires, dont je t'ai parlé au début de la vidéo. L'ensemble des prisonniers se hâteront alors à la tâche, recouvrant les sols d'une substance hautement inflammable prête à s'embraser à la moindre étincelle, avant que le xénomorphe ne passe soudainement à l'attaque, déclenchant prématurément un incendie des plus meurtriers, emportant malheureusement plusieurs détenus, jusqu'à ce qu'un certain prisonnier en quête de repentance ne parvienne à enfermer la créature au prix de sa propre vie. Un certain Ted Gilas, si je le prononce bien, aussi connu sous le pseudonyme de Junior, l'un des 4 détenus qui plutôt avait tenté d'agresser Ripley. Tout danger semblant définitivement écarté, le lieutenant devait néanmoins s'assurer des réelles intentions de ses anciens employeurs. Elle sollicitera alors Aaron d'envoyer un message à la Weyland, demandant la permission de tuer la créature désormais captive. Et curieusement, et surtout à la grande surprise d'Aaron, la réponse de la Weyland ne se fera pas attendre. Pas question de toucher à la créature, et ce jusqu'à l'arrivée de la navette, confirmant ainsi les pires craintes de Ripley. Au même moment, toujours émerveillé par l'être qu'il voyait avec admiration comme étant un dragon, Golik abusera de la confiance de Morse pour s'échapper.
Et souhaitant plus que tout revoir la créature, il n'hésitera donc pas à trancher la gorge du détenu en charge de la surveillance des lieux, avant de malheureusement réouvrir la porte du réservoir de stockage. Délivrant ainsi le runner qui cette fois ne manquera pas d'éliminer Golik avant de prendre la fuite, libre à nouveau. À court d'idées, alors que Dillon ne pouvait que pleurer la perte de 2 autres frères, l'état de Ripley ne faisait hélas que de se dégrader. Et craignant de multiples blessures internes compte tenu d'une forte douleur thoracique, elle décidera alors de se rendre une nouvelle fois dans l'épave de la capsule de sauvetage du Sulaco, espérant trouver une réponse claire et définitive à ce mal-être qu'elle ne pouvait elle-même expliquer. Le matériel médical présent à bord de la carcasse lui permettant d'effectuer un diagnostic précis, elle sollicitera alors à Ron de bien vouloir la scanner, lui permettant enfin de découvrir la triste réalité, elle était elle-même porteuse d'une reine alien. Profondément dévastée, Ripley se mettra alors en tête de retrouver le runner, car se sachant indubitablement condamnée et se doutant des véritables intentions de la Weyland quant à la récupération d'un tel spécimen, elle souhaitait mettre fin à son calvaire, tout en préservant l'humanité d'une telle abomination. Ripley se retrouvera alors une fois de plus face à la créature, mais qui à son grand désarroi ne manifestera aucun signe d'hostilité envers elle, le runner percevant très clairement en Ripley la dépendance de son propre avenir. Le lieutenant se tournera alors vers Dillon, et après avoir catégoriquement refusé de la tuer car préférant user de l'immunité de Ripley à son avantage, le prêcheur parviendra à remotiver toutes ses troupes afin de livrer une ultime bataille. L'ensemble des détenus nourrissant désormais une véritable vendetta personnelle envers la créature, et s'étant également tous résolus à mourir, tant que leur frère était vengé. Une lutte à laquelle Aaron refusera catégoriquement de participer, le gardien s'obstinant à accorder toute sa confiance envers l'intervention imminente de la Weyland. S'engagera alors un véritable jeu du chat et de la souris opposant l'alien au dernier survivant. L'objectif étant de coûte que coûte attirer le xénomorphe dans la fonderie de l'établissement, à l'intérieur même du moule destiné à forger les fameux blindages, et de le noyer sous une importante quantité de plomb en fusion. Et le tout en utilisant, et ce de leur plein gré, les derniers détenus tels des appâts. C'est ainsi que la plupart des prisonniers périront au cours d'une poursuite infernale des plus chaotiques, n'épargnant sur l'heure que Dillon, Morse et bien évidemment Ripley. Mais face à un ultime dilemme, le prêcheur préférera se sacrifier afin d'attirer la créature directement dans le moule, permettant ainsi à Morse de verser le plomb et à Ripley de l'achever par choc thermique. Le gardien de l'arène avait échoué à sa tâche, mais la lutte n'était pas encore tout à fait terminée. La Weyland-Yutani était finalement arrivée à destination, et Ripley devait désormais résister aux diverses promesses du créateur de Bishop lui-même. Implorant le lieutenant de bien vouloir l'accompagner tout en lui garantissant monts et merveilles dont une volonté de la sauver et de détruire l'abomination sur le point de naître. D'abord hésitante face à une personne ressemblante trait pour trait à son ami, Ripley refusera, n'accordant définitivement aucune confiance envers cette compagnie qui lui avait déjà tant pris et ce depuis tant d'années, et souhaitant tout simplement en finir. Morse sera alors attaqué et blessé gratuitement par les hommes de la Weyland, le prisonnier cherchant coûte que coûte à aider Ripley, et Aaron sera malheureusement exécuté en tentant de s'interposer, réalisant malheureusement que trop tard qu'il n'avait pas su accorder sa confiance aux bonnes personnes. Et après avoir silencieusement dressé un bilan final et définitif à sa propre genèse, Ripley choisira finalement de donner un réel sens à son existence, en acceptant d'accomplir l'ultime sacrifice.
Finalement, bien que les détenus de Fiorina 161 avaient certes tous péri en écopant d'une punition très largement méritée en plus d'être à la hauteur de tous leurs crimes passés, ils étaient néanmoins sortis victorieux d'un combat plus qu'acharné opposé à la matérialisation même de tous leurs vices. Une véritable croisade intérieure qui non seulement leur avait permis d'accéder à une certaine forme d'absolution, mais aussi d'assurément prouver que même les pires abominations n'ayant pu trouver nul refuge sur l'Arche n'en trouveraient pas davantage en enfer. Suite à ces événements, le pénitencier de Fiorina 161 fermera définitivement ses portes et le détenu Robert Morse sera ainsi transféré dans une autre prison. La Weyland-Yutani camouflera comme à son habitude la catastrophe, faisant état d'une épidémie de choléra et étouffant une fois de plus la sinistre réalité. Jusqu'à ce jour de 2183, où Robert Morse prendra sur lui de publier un certain ouvrage intitulé Space Beast, relatant la seule et unique vérité quant aux événements. Et malgré les efforts de la compagnie cherchant par tous les moyens à discréditer et à interdire les écrits du prisonnier, Space Beast trouvera néanmoins preneur sur le marché noir, permettant dès lors au roman de faire son petit bout de chemin par-delà même les frontières, jusqu'à ce que bien plus tard un certain exemplaire ne finisse par se retrouver entre les mains d'une certaine Annalee Cole. Quant à Hélène Ripley, peut-être que quelque part, elle n'avait jamais véritablement quitté l'Achéron et que le grand passeur d'âmes l'avait tout simplement accompagnée tout au long de son périple jusqu'à atteindre l'autre rive, permettant ainsi à une mère et à sa fille d'enfin pouvoir se retrouver après tant d'années. C'est toujours compliqué de parler de ce qu'il y a après, mais j'aime à le croire.